Bonjour à toutes et à tous. Donc déjà, je tenais à vous remercier d'être présente aujourd'hui pour cette table ronde sur la professionnalisation après le master EgalApps. Donc je suis Hajar Fataïcha, étudiante dans ce master en deuxième année. Et donc on est tous et toutes ici très heureuses de vous accueillir pour cette table ronde aussi nombreux et nombreuses. Et je laisse la parole à Virginie. Merci beaucoup. Alors, avant de commencer à parler concrètement de la professionnalisation du Master EgalApps, nous allons dire quelques mots sur le Master lui-même pour le présenter. Alors, nous sommes actuellement la 8e promotion de ce Master qui a été créé en 2016. En 2016, dans la lignée des Masters genre de Lyon 2, mais se voulant plus axé sur les questions de sport et d'inégalité dans le domaine du sport. Donc aujourd'hui, 66 personnes ont été diplômées du Master EgalApps et les promos de plus en plus grosses montrent l'intérêt toujours plus important pour ces questions d'inégalité dans le monde du sport. Et on voit aussi cet intérêt de plus en plus important par les doctorats. Les doctorants et doctorantes sont aujourd'hui au nombre de 7, si je ne dis pas de bêtises, dont 4 au Elvis, donc le laboratoire des vulnérabilités et d'innovation dans le sport, que dirige Cécile, enfin qu'a dirigé Cécile. Et du coup, il y a aussi des doctorants, notamment à l'INSEP ou à l'Université d'Ottawa aujourd'hui, passés par EgalApps. Donc, ce qu'on voulait mettre en avant, c'est que le master qui était il y a encore quelques années plutôt unique et innovant est aujourd'hui un master bien implanté. Preuve en est s'il en fallait. Le master a été récompensé du prix de l'éducation à la mixité lors des états généraux du sport féminin en janvier dernier, prix qui a d'ailleurs été remis à Cécile Autogali et Virginie Niquès en octobre dernier par Aurélie Bresson, la fondatrice du journal Les Sportives. C'est l'occasion également pour nous d'évoquer le développement d'EgalApps sur un module de formation court et ciblé sur les questions de lutte contre les discriminations et les violences de genre dans le sport. C'est bon ? Donc, nous avons fait passer un questionnaire à destination des anciens et anciennes du master. Donc, sur les 18 répondants et répondantes, 13 ont trouvé un emploi en moins de 3 mois. Donc, je voulais mettre en avant le fait qu'après le master, on a quand même une professionnalisation plutôt rapide. C'est ça qu'on voulait mettre en avant. Du coup, nous allons... Je te gêne. Nous allons donc maintenant passer au vif du sujet en discutant de la perspective d'avenir, des perspectives d'avenir, une fois titulaire d'un master EgalApps. Pour répondre à cette problématique, nous avons la chance de recevoir 3 personnes, 3 superbes invités qui vont se présenter. Je vais passer dans l'ordre. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Élodie Dussault. Je viens de terminer le master en septembre. Voilà, donc je suis fraîchement diplômée et je suis donc aujourd'hui animatrice adjointe à la directrice d'accueil de loisirs périscolaire. Et j'ai aussi des missions de RCP. RCP, pour faire ça assez simplement, c'est des tâches administratives qui concernent l'accompagnement des familles sur l'inscription, la désinscription des enfants, sur toutes les activités périscolaires. Le périscolaire, c'est la cantine le midi, les dos devoirs et toutes les garderies du soir. Comment j'en suis arrivée là ? Eh ben, j'ai fait une licence STAPS, éducation et motricité. Puis j'ai rejoint le master EgalApps avec pour ambition à la base donc de travailler dans le domaine fédéral et grâce à un stage que j'ai fait en master 1 à la Ligue de handball. En master 2, j'ai fait un stage au sein de la direction des sports de la ville de Lyon. C'est là que j'ai découvert le côté collectivité territoriale. Et finalement, je travaille en collectivité territoriale, mais au sein de la direction de l'éducation. Voilà. Bonjour tout le monde. Moi, Coralie Soyer, donc je suis diplômée depuis 1 an. J'étais la génération 2020-2022.
Je suis actuellement coordinatrice, animatrice du bus de l'orientation sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, référente sur l'Ain et la Savoie. Du coup, en quoi ça consiste? On va dans les établissements scolaires, en tout cas pour la partie scolaire, pour faire découvrir les métiers et casser un peu les idées reçues sur les formations, les voies d'accès et les métiers auprès du coup des publics scolaires. Mais on fait aussi auprès de missions locales, de grands partenaires, salons. Voilà, on est très très mobile, on part du lundi au vendredi sur les routes. On a toute une partie coordination, donc organisation avec les événements, et en semaine on a la partie animation voilà, avec les jeunes. Comment j'en suis arrivée là? C'est un peu ce qui est arrivé. Licence management du sport, j'avais tous mes diplômes d'éducatrice et d'animatrice, donc je cherchais un emploi voilà, un peu plus dans le domaine social, donc c'est comme ça que j'en suis arrivée là, c'était une opportunité. Bonjour à toutes et à tous, donc Marie-Ouelle, donc je suis chargée de mission responsabilité sociétale à la Fédération française de basketball. Moi, ça fait... du coup, je suis entrée en master il y a 8 ans, je viens d'apprendre. Mais voilà, ça fait un petit moment. Donc, j'ai eu la chance à l'époque, en fait, de faire une alternance à la fédération. Où justement, c'était Virginie Niquez qui m'avait aidée à intégrer la Fédé. Donc, j'ai travaillé en alternance pendant 1 an sur la partie plan de féminisation. Parce que, justement, à l'époque, on incitait les fédérations à en proposer un. Et au fur et à mesure, donc, j'ai pu justement être embauchée à la fédération. J'ai d'abord eu des missions assez diverses, on va dire, de développement. Et j'ai pu revenir un peu plus sur les thématiques justement liées à la responsabilité sociétale. Et du coup, aujourd'hui, en gros, mes missions, je travaille autant sur la lutte contre les violences sexuelles que les discriminations, la mixité, la partie écologie, lutte contre les addictions. Donc, c'est très large, il y a beaucoup de missions. Et au quotidien, en gros, c'est autant la mise en place d'enquêtes et de l'analyse justement des enquêtes que de la mise en place d'actions, de suivi de trophées pour inciter justement les territoires à s'insérer dans le champ de la responsabilité sociétale. C'est créer des contenus de formation et les animer. Et puis, c'est toute la partie aussi évaluation de l'impact, parce que de plus en plus aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on nous demande quand on fait des actions sociétales. Donc, du coup, c'est des missions assez larges quand même sur lesquelles je travaille. Merci beaucoup pour ces présentations. C'est intéressant de voir, par exemple, pour toi, Marie, sur le fait qu'il y ait une continuité, entre ton alternance et ton métier jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, on peut voir aussi que dans le master, les stages et ou alternances permettent vraiment une professionnalisation. Là, ça fait quand même plusieurs années que tu es à la Fédé et que donc ça peut vraiment être intéressant. Donc quand on vise bien peut-être son stage ou son alternance, qu'il y a vraiment un potentiel derrière. Donc, est-ce que vous pouvez nous apporter, nous avancer un peu les apports de la formation Egalaps dans votre parcours professionnel? Quel apport concret, plus ou moins, le master égalité dans et par les activités physiques et sportives a pu impacter votre professionnalisation d'une manière ou d'une autre et les apports? Je te laisse peut-être commencer. Donc concernant les apports, déjà je dirais toute la démarche qu'on peut avoir plus scientifique, ce qui n'est pas toujours le cas sur les postes sur lesquels on est. Le fait déjà d'avoir un gros contenu théorique, c'est-à-dire qu'on sait de quoi on parle et on se rend vite compte que sur les missions justement de responsabilité sociétale, c'est pas toujours des personnes convaincues ou formées qui y travaillent. Donc quand nous on arrive et qu'on connaît les sujets et qu'on peut déconstruire justement des représentations, justement c'est un apport, et on peut justement, quand on reprend les enquêtes dont je parlais et analyser les résultats, on va peut-être avoir un regard que tout le monde n'aurait pas eu, ou penser à des questions que tout le monde n'aurait pas pensé. Je pense qu'aussi aujourd'hui il y a un réseau qui se crée, mine de rien. Moi je sais que j'échange pas mal avec d'autres personnes qui sont aussi sur les mêmes postes que moi en fédération, et ça c'est un vrai plus, ou même de personnes qui sont dans des associations de lutte contre les violences, etc. Et donc mine de rien ce réseau il se construit petit à petit, et je pense que c'est un vrai plus.
Et puis, voilà, par rapport au master, je pense que petit à petit, il gagne aussi peut-être en notoriété, ce qui n'était pas le cas au début quand moi je suis arrivée, on ne savait pas de quoi on parle. Moi aujourd'hui, quand j'interviens, souvent on me dit coucou Master Egalabs, oui voilà. Donc ce qui n'était pas le cas au départ, donc je pense que de plus en plus quand même le master commence à être reconnu. Moi, de mon côté, c'est alors tout autant le contenu théorique, mais aussi l'appréhension un peu du domaine, des enjeux politiques, parce que mon association est financée en partie par la région, enfin en très grande partie. Du coup, on est conventionné en plus avec le rectorat, donc c'est savoir réagir aussi par rapport à ces instances, parce que nous, on aimerait peut-être faire avancer des fois les choses un peu plus rapidement. Et il faut savoir le faire entre guillemets de la bonne manière et savoir s'adapter à son public. C'est aussi dans ma structure, parce que de base le domaine n'était pas trop abordé, c'est de pouvoir justement avoir les armes côté théorique et pratique avec les stages pour amener ces sujets-là auprès de l'association et pouvoir ensuite intervenir sur les publics. À côté de ça, le fait d'avoir le Master Egalabs, alors moi de mon côté ils connaissaient pas du tout, donc j'ai dû un peu leur expliquer. Ça leur permet de voir que on a une expertise entre guillemets, d'être reconnu et de se faire écouter du coup. Donc c'est vraiment ce côté-là que ça m'a aidé. Et dans le domaine périscolaire, on est beaucoup plus écarté de ce qu'on peut voir par exemple en fédéral. Néanmoins, tout va être implicite en fait. Je vais utiliser tout ce que j'ai appris pendant le master de façon simple, notamment pour expliquer aux enfants en fait parce que souvent il y a des histoires entre enfants, il y a des discriminations, il y a toutes les thématiques qu'on peut voir dans le master qui se répercutent chez les enfants. Et je sais que les animateurs et animatrices de mon équipe et ma directrice comptent sur moi quand il y a un problème qui semble assez important pour aller expliquer aux enfants en fait pourquoi on peut pas dire telle ou telle chose. Et du coup, j'utilise ça comme appui, comme point fort. C'est peut-être même pour ça que j'ai peut-être eu ce poste. Je l'ai encore jamais demandé officiellement, mais je sais que ça a été un point fort parce qu'il y a une expertise en plus qui est demandée. Notamment, il y a un projet éducatif qui est créé par la ville de Lyon qu'on doit respecter, que tous les accueils doivent respecter. Et dans ce projet, il y a toute une partie inclusion, toute une partie... Alors, elle est évidemment plus faible que la partie écologie ou que la partie alimentation, parce que ça, c'est ce que la ville développe énormément. Mais il y a quand même une petite partie inclusion et égalité, et on se doit du coup d'y travailler. Et je pense que ça va être mon gros objectif de cette année, en fait, c'est utiliser toute mon expertise pour apporter ces connaissances-là qui ne sont pas pour l'instant... présente dans mon accueil ou dans les accueils périscolaires en général. Merci beaucoup. Pour rebondir un peu sur ce que tu disais, Marie, est-ce que tu peux nous préciser un peu plus le réseau qui se crée et qui se construit autour de ces questions-là? Comment on peut, par exemple, y avoir accès? Comment, toi, tu as pu rencontrer des personnes de ce réseau-là? Et qu'est-ce que ça a pu t'apporter ce réseau, à part le fait qu'on se conforte dans le fait que c'est bien que ce master existe et que c'est important qu'on aborde ces questions-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce point-là? Par rapport au réseau, par exemple, toutes les personnes qui sont en poste et qui sont aujourd'hui à Paris, on s'est créé un groupe, en fait, un groupe WhatsApp, et on essaye de se voir régulièrement et on échange souvent, par exemple, sur les appels à projets. On essaye de se donner les tips par rapport à ça. Puis on se donne de la force aussi, mine de rien, parce que des fois, c'est pas facile. Mais c'est vrai qu'au niveau fédéral, en tout cas, on retrouve toujours les mêmes personnes. Et donc moi je travaille beaucoup par exemple avec Raphaël qui est aussi issu du master, que je vois systématiquement sur toutes les thématiques quand on est au CNO, au ministère ou autre,
Et petit à petit, c'est des personnes qui commencent aussi à se former via la formation professionnalisante qui a été lancée par le master. Donc on se rend compte que petit à petit, quand même, on retrouve souvent les mêmes personnes. Et aussi, mine de rien, quand on a un échange avec une institution, le fait de venir en groupe et d'être tous un peu convaincus de ce qu'on dit et de se soutenir, on a plus de poids. Donc voilà, donc si jamais vous venez faire un stage à Paris ou si vous intégrez justement une institution qui est à Paris, n'hésitez pas à nous faire signe parce que voilà, on essaye de se voir régulièrement. Merci beaucoup pour ta réponse. J'espère que vous avez pris des notes parce que ça peut être important, je pense notamment aux étudiantes du Master EGALAPS à l'avenir et pour nous aussi pour plus tard. Est-ce que les métiers que vous faites aujourd'hui, est-ce que c'est une profession que vous aviez à l'origine envisagée ou est-ce que ça vous est plus ou moins tombé dessus? Ça m'est tombé dessus. C'était pas du tout prévu. Quand je suis sortie des GALAPS, je voulais travailler assez rapidement parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'être en activité. Dans le domaine sportif, c'était extrêmement pas ouvert. En tout cas, il n'y avait pas de poste en tant que tel. J'ai frappé un peu aux portes que je connaissais, mais en tout cas, à court terme, ils n'avaient pas de projet. J'avais pas envie d'attendre des mois pour rentrer en poste. Et du coup, je me suis plus attaquée au volet social et éducation. Et là, je suis tombée par hasard sur l'offre très très rapidement. Et en 2 jours, voilà, j'avais le poste. Donc voilà, ça m'est tombé comme ça. De mon côté, en entrant au master, je voulais vraiment travailler dans le monde fédéral. J'ai fait du coup mon stage de master 1 à la Ligue, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, j'ai fait du coup mon deuxième stage en 2e année à la direction des sports. Je me suis dit pourquoi pas travailler en collectivité territoriale. Et finalement, je suis tombée dans le périscolaire. C'était un peu voulu en soi, puisque j'ai toujours travaillé dans l'animation. Enfin, ça fait plus de 6 ans maintenant que je travaille régulièrement dans l'animation. Et en sortant du master, c'est aussi des postes qui sont faciles à trouver. Et je me suis dit, j'ai de l'énergie, j'ai envie de travailler au contact des enfants parce qu'on peut faire plein de choses avec eux. Donc, moi, j'ai quand même voulu travailler dans l'animation. Et du coup, oui, donc moi je voulais travailler à la Fédé de basket, donc c'était clairement mon objectif. Après, je m'attendais pas à travailler sur autant de thématiques différentes, et je pense que c'est une belle surprise dans le sens où ça permet aussi, quand on est beaucoup sur les sujets de violence ou de discrimination, ça peut, je pense, au quotidien aussi être lourd, parce que ça peut être frustrant, parce que ça avance pas toujours comme on veut. Donc le fait aussi d'avoir d'autres sujets en parallèle, peut-être un peu plus légers, comme l'écologie ou quoi, ça permet aussi d'avoir des choses peut-être un peu plus concrètes. Mais en tout cas, oui, j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans l'institution dans laquelle je le souhaitais. Merci pour vos réponses. J'aimerais enchaîner du coup sur une autre question un peu dans la même thématique. Est-ce que le poste que vous occupez aujourd'hui, est-ce qu'il a toujours existé ? Ou parce qu'on sait quand même que le master, voilà, ça fait 8 ans qu'il existe. C'est un master unique en France qui mêle donc les disciplines de genre et sport. Donc, est-ce que les missions qui vous ont été accordées ou le poste en lui-même est un poste nouveau, ou est-ce que vous avez peut-être juste eu quelqu'un avant vous et ça s'est juste poursuivi? Peut-être, je ne sais pas. Je peux commencer. Alors, étonnamment, c'est une création de poste pour moi. Il n'y a pas qu'un poste qui a été créé, c'est un poste pour chaque école qui existe à Lyon, ce qui fait beaucoup d'écoles. J'ai pas les chiffres en tête, mais on est sur vraiment beaucoup d'écoles quand on sait qu'il y a 34 000 enfants à Lyon. Avant ça, c'était en fait un animateur ou une animatrice qui, 6 heures dans la semaine, allait aider le directeur ou la directrice pour
faire des tâches un peu plus administratives et voilà, pour que la direction ait moins de travail. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était nécessaire de vraiment faire un vrai poste, alors qui n'est pas à temps plein. Je suis pas à temps plein, mais on s'y rapproche puisque c'est des missions complémentaires. Donc toute la partie administrative, c'est des missions complémentaires que je fais 2 heures par jour. Donc c'est une création de poste et voilà, la ville de Lyon s'est rendue compte qu'il fallait ce poste. Maintenant, l'idéal, ce serait d'en faire un temps plein parce que je peux vous assurer qu'il y en a besoin. Alors moi, le poste en lui-même, il existait. Mais on a la chance, entre guillemets, sur mon poste, d'avoir un peu une liberté sur le sens qu'on veut donner un peu à nos missions, même si les missions générales sont les mêmes, parce qu'on est des équipes voilà, sur plusieurs postes ensemble. Et du coup, j'ai essayé d'amener justement les questions de genre dans nos... Même si peut-être pas autant que je voudrais, mais on va essayer de pousser un peu plus dans l'avenir. Mais du coup, voilà, on essaye d'ouvrir un peu les choses et de changer un peu les missions aussi, parce que c'est des postes qui sont amenés à évoluer avec le temps. Donc c'est intéressant. Et moi, du coup, le poste, il n'existait pas. Du coup, j'ai fait une candidature spontanée à la Fédé. Donc, vu qu'en effet, en même temps, il y avait toute la partie sur les plans de féminisation, ils ont vu un intérêt. Et du coup, j'ai pu ensuite justement avoir un CDI parce que j'ai eu la chance de travailler en direct avec le président qui était convaincu. Et donc, du coup, qui a poussé pour qu'on puisse ouvrir un poste. Et au départ, il y avait en gros une commission sur la citoyenneté qui s'occupait uniquement de l'écologie. Et donc, du coup, maintenant, j'ai réussi à récupérer cette partie-là et de mettre plein d'autres thématiques autour. Donc, du coup, c'est plutôt, on va dire, les perspectives et tout le fait que le ministère incite à travailler sur plein de thématiques qui m'ont permis un peu d'intégrer la FED. Merci pour vos réponses. Et je voulais savoir aussi, est-ce que vous avez déjà été, du coup, à un moment, que ce soit avant la fin du master, en première année par exemple, ou pendant votre stage, en recherche vraiment d'emploi active? Si oui, dans quel contexte, comment vous avez pu avoir des outils pour chercher avec ce que le master vous a apporté? Dans quelle direction vous vous dirigez à l'origine et sinon, est-ce que ça vous, du coup, ça vous a pas freiné visiblement, comme tu as pu nous le dire, Élodie, que tu as eu cette opportunité très vite, donc après la fin du master. Donc voilà, juste à quel moment vraiment vous êtes mis en recherche active d'emploi? Oui, du coup, je l'ai bien trouvé avant même d'avoir fini le master, ce poste, mais j'ai quand même postulé sur d'autres types d'emplois, notamment des chargés de mission, et là, c'est plus compliqué en soi qu'un simple emploi périscolaire. Donc, j'avais commencé déjà même en M1, parce que j'avais quand même envie de travailler à la Fédé de hand. Il y avait un poste très intéressant sur des missions de féminisation, donc j'avais postulé, ne serait-ce que pour avoir que mon nom soit à la fédération en fait et qu'ils sachent que j'existe. Pendant ma deuxième année de master, j'ai postulé plutôt pendant l'été parce que du coup j'ai passé mon mémoire en seconde session, donc j'avais pas fini le master, mais j'ai régulièrement regardé en fait toutes les offres d'emploi qu'il y avait. Et pour le périscolaire, c'est pareil, j'ai postulé pendant l'été et les réponses arrivaient beaucoup plus rapidement que d'autres types de postes. Donc c'était aussi beaucoup plus simple de trouver ce poste-là. Alors j'avais commencé moi à regarder un petit peu avant la fin du master en mars, comme je suis pas originaire de la région et que je voulais rester sur Lyon, j'avais un peu cette crainte de pas avoir de travail en sortant du master et de devoir rendre l'appart. Donc je regardais mais sans être trop en recherche poussée à partir de mars. J'avais postulé sur un autre poste que j'avais eu qui était
que j'avais eu oui et non. En fait, j'avais postulé à la Ligue de foot de Bourgogne-Franche-Comté à Dijon sur un poste alors dite de commission féminine, tout ce qui est gestion de commission, administratif, etc. Et ils m'avaient accepté, mais en fait, sur les commissions hommes, en ayant un master genre, ils avaient pris quelqu'un non issu de ces thématiques-là pour les féminines, et j'avais pas trop aimé genre le message qui était envoyé, donc j'avais refusé le poste. Et en sortant du master, comme j'étais déjà en CDD derrière, j'ai commencé à bien rechercher, et voilà, sous 2 jours j'ai eu un entretien, et après mon CDD j'enchaînais direct le CDI, donc c'est vraiment venu directement voilà, quand j'ai vraiment commencé à rechercher sérieusement. Alors du coup, moi j'ai été embauchée directement, mais au niveau du M1, j'avais fait mon stage justement à la Ligue du Lyonnais, parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore les grandes régions. Et justement, ça m'avait permis d'être aussi identifiée au niveau de la Fédé, comme tu disais, parce que justement, le président de la Ligue me connaissait déjà. Et il cherche justement souvent des personnes en stage. Je sais qu'il y a déjà eu 2 personnes du master qui ont été en stage là-bas. Et ils sont plutôt... c'est une grosse ligue, nous, pour le basket, et en plus, ils sont plutôt actifs. Donc, au niveau des ligues, en tout cas, c'est souvent une porte d'entrée avant d'arriver, je pense, sur une fédé. Merci. Est-ce que vous pouvez t'en as parlé un petit peu des plans de féminisation. Est-ce que vous pensez que vous pouvez nous en parler un peu plus? Du coup, toi, Marie, tu as dit que ça a pu t'aider justement dans ta professionnalisation, parce que c'était les politiques actuelles. Du coup, ça t'a permis aussi d'être embauchée dans ce contexte-là. Est-ce que vous pensez que ce genre de politiques publiques ont pu influencer justement votre prise de poste et les missions surtout qu'ils ont été accordées à votre poste? Oui, clairement. Je pense qu'aujourd'hui, même le fait d'avoir un plan d'action dans les fédérations, par exemple, ça dépend entièrement des directives du ministère. Donc forcément, les lois qui passent ont un impact, mais aussi l'actualité. Quand il y a eu justement tout ce mouvement de libération de la parole sur les violences sexuelles, on a bien vu que tout de suite, il y avait l'obligation de s'emparer du sujet. Et à ce moment-là, forcément, on a commencé à identifier des personnes dans les fédérations, à demander d'avoir des référents, etc. Donc forcément, ça a créé des opportunités de poste derrière. Et de plus en plus, en fait, ces actualités, elles contribuent en effet à créer des postes. Nous, on le voit par exemple sur la partie insertion, parce que souvent, quand même, ceux qui travaillent sur les discriminations et violences, on fait aussi l'insertion. De plus en plus, aujourd'hui, il y a des moyens qui sont alloués. On a les clubs s'engagent qui se sont lancés, par exemple. Et donc, en face, faut des ressources pour suivre ces clubs, par exemple. Donc, ça fait des excuses pour trouver un poste et à essayer d'aller rajouter plein d'autres thématiques qui vous intéressent. Donc, on a les lois aussi sur la parité qui sont passées. Donc, on a eu plein de programmes dirigeants de se lancer dans plein de fédérations par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, oui, clairement, c'est ce qui nous permet de travailler tout simplement. Alors, comme je ne travaille pas dans le sport, je ne peux pas dire que ce genre de politique m'a aidé sur mon poste, mais après, pour voir ce qui se fait autour, bien évidemment. Après, nous, comme on a un master égalable, c'est qu'on a vertu dans l'association d'accueillir tout type de public, que ce soit en situation de handicap, voilà, peu importe les origines, etc. Notamment les classes MLDS, donc c'est des personnes qui viennent en France et qui n'ont pas de papier, par exemple, et qui ont besoin de s'insérer. Du coup, bien évidemment, d'avoir une formation en lutte contre les discriminations de manière générale, ça aide, puisque automatiquement, on voit que c'est des personnes qui sont bienveillantes, qui sont sensibilisées à ces discriminations, à cette volonté en fait d'insérer tout le monde. Donc, comme il y a une volonté de plus en plus présente sur l'éducation nationale sur ces sujets, ça m'a aidé. Moi, de mon côté, donc ça n'a vraiment aucun impact sur mon poste. Par contre, ce que je peux quand même dire, c'est que du coup, au sein de la municipalité, il y a la mission égalité-hospitalité qui existe. Et c'est elle qui va mettre en œuvre dans toutes les autres directions de la ville, tout ce qui peut se rapporter à l'égalité, à la lutte contre les discriminations,
ou voilà, toutes les thématiques que nous, on connaît bien en Égalaps. Donc, c'est pas sur mon poste, mais il y a bien, je pense, des lois qui ont influé aussi pour influencer toute cette création de cette mission égalité-hospitalité. Merci beaucoup déjà pour ces premières réponses très intéressantes. Je pense. Du coup, je voulais rebondir un peu sur ce que tu as dit justement sur les questions d'actualité, notamment de lois qui sont passées. Parce que c'est vrai qu'on a vu ces dernières années pas mal de lois en fait, sur ces questions d'égalité, notamment d'égalité femmes-hommes. On peut citer la loi de 2015 relative au dialogue social, ou du coup, plus récemment aussi, dans le sport spécifiquement, la loi dont tu as parlé de parité. Mais ce qu'on voudrait aussi mettre en avant, c'est quand même qu'il y a de grosses limites, tant à cette loi que plus généralement dans le domaine du sport. Donc, en effet, depuis la loi de 1975 qui promeut l'égalité dans le milieu professionnel, puis la loi de 1994 qui promeut la parité femmes-hommes, les femmes et ou les minorités de genre, parce que du coup ces lois ne prennent pas en compte toutes les minorités de genre et donc restent assez binaires, les femmes et les minorités de genre restent de plus en plus présente dans le monde professionnel, mais ça reste assez fragile, avec des métiers plutôt précaires, dans le sens où il y a beaucoup de métiers à temps partiel, des horaires qui sont parfois plus compliqués et des salaires qui ne sont pas valorisés. Donc encore pire dans le sens où une fois qu'elles prennent en responsabilité ou qu'elles montent en qualification, en responsabilité et que les femmes et ou les minorités de genre montent au poste de dirigeantes et dirigeants, on peut voir qu'il y a un certain plafond de verre qui limite et qui limite en fait ces personnes-là dans leur professionnalisation. Donc, pour aller dans ce sens et pour aller vers la prochaine partie, on va un peu aborder les freins et les leviers ensuite de la professionnalisation, vraiment en lien avec les problématiques qu'on aborde dans le master, donc qui sont des problématiques liées au genre et liées au sport. Donc, à quels freins avez-vous dû faire face lors de votre parcours professionnel ? Alors, les freins, c'est en amont d'Égalaps et même pendant Égalaps, j'ai travaillé à côté, notamment pour une structure très connue dans le milieu du sport, où je me suis retrouvée en entretien et j'ai subi des questions, notamment qu'on ne poserait pas à des hommes, sur le fait que, par exemple, en tant qu'éducatrice de football, est-ce que c'est moi qui crée réellement mes séances tout le long de l'année ou c'est le club ou un tuteur qui me les fait ? Donc il y a eu beaucoup de comportements de ce style. L'avantage d'Égalaps, c'est qu'on apprend à régir ce genre de comportement et de la bonne manière, parce que peut-être quelques années avant, j'aurais pas réagi de la même manière. Donc on se confronte, parce que c'est le milieu sportif en tout cas, est encore un milieu quand même très dominé par les hommes, et il y a beaucoup d'a priori, donc c'est difficile des fois un peu de se confronter à ça, même en entretien, sur les relations, le réseau, et c'est là où en fait le stage et le mémoire est important, parce que c'est là où il faut être fort entre guillemets durant notre scolarité, c'est de trouver les bons interlocuteurs ou interlocutrices tout au long de la scolarité, et pouvoir essayer de s'ouvrir des portes. Moi, alors, je suis pas le bon exemple parce que je suis pas exactement dans le sport pour l'instant. Mais même là, dans mon métier actuel, il y a encore, c'est en discussion, mais il y a des inégalités, par exemple, salariales. Il y a encore des discussions. Moi, par exemple, nous, on est plus sur un poste d'animation. On n'est que des femmes. Il n'y a pas d'hommes.
Voilà, il y a pas mal de choses structurelles. En fait, même si on n'est pas dans le sport, on voit par rapport même aux jeunes, à la socialisation, etc. Et le master nous aide là-dessus aussi. C'est qu'il y a encore beaucoup de choses d'ancrées sur les métiers, des discours qu'on entend. On a des jeunes filles qui veulent faire mécanique, on leur dit non mais vous êtes sûrs, vous voulez pas aller en CAP coiffure, des choses comme ça, voilà. Donc on est en 2023, mais voilà, il y a encore ce genre de discours, donc c'est des difficultés parce que dans le dialogue et les discours qu'on doit avoir, il faut aussi, parce qu'on est face à des représentants des fois qui sont des enseignants, etc. Il faut réussir à avoir un peu le discours qu'il faut. Et c'est vrai que quand on est tout juste diplômé et que souvent ils veulent beaucoup d'expérience aussi sur ce genre de poste, c'est difficile des fois d'avoir un peu cette parole d'expert. C'est vraiment moi ce que j'ai ressenti à la sortie du master, c'est que vous n'avez pas d'expérience sur des postes qui demandent souvent 5-6 ans d'expérience. En tout cas, c'est souvent les offres qu'on voit sur les réseaux. Et quand on postule, souvent on reçoit en plus un courrier type, donc on ne peut pas se justifier, se dire mais voilà, c'est vraiment moi la difficulté que j'ai eue d'avoir en tout cas c'est le ressenti que j'ai eu, c'est ce manque un peu d'expérience avérée quand on sort du master. Moi je vais aller dans ton sens. Quand je suis arrivée en alternance à la Fédé, j'ai tout de suite senti le gap qu'il y avait entre déjà le milieu scolaire et le milieu professionnel, mais aussi entre un environnement bienveillant et un environnement où on ne croit pas trop sur nos thématiques et sur nos compétences aussi, parce que on est en alternance ou on sort du master, quoi. Donc ce gap-là, oui, pour moi, il était assez gros. Je pense qu'il est peut-être un peu moins maintenant parce que je pense que les modules ont évolué aussi dans la maquette du master, mais en tout cas, il est certain que on est souvent attendu au tournant, en tout cas si on travaille dans le milieu fédéral, parce que oui, on arrive avec l'étiquette de master genre, féministe, etc. Donc dès qu'on peut avoir une petite blague déplacée sur le sujet, on y va. Mais après, une nouvelle fois, je pense que c'est important de prendre du recul parce que faut savoir pourquoi on est là. Et moi, en tout cas, au quotidien, je me dis que je suis là pour ceux qui vont bénéficier des actions que je mène. Et donc, c'est ces personnes-là auxquelles je m'intéresse et pas on va dire, à l'environnement dans lequel forcément j'évolue. Et puis, je pense aussi que en tout cas, moi, ça fait 6 ans que je suis à la Fédé et je sens quand même qu'il y a eu un courant, ça évolue quand même au niveau des mentalités, et on a de plus en plus aussi de soutien, mine de rien, et il y a de plus en plus aussi de personnes qui ont envie de travailler sur ces thématiques avec nous, et donc ça c'est un vrai appui aussi. Je vais rebondir sur beaucoup de choses. Déjà, oui, sur les blagues qu'on peut entendre, ce que les autres appellent des blagues, mais qui n'en sont pas. Ça, j'ai pu en entendre quand j'étais en stage, dans mes 2 différents stages, où effectivement, sur des temps plutôt informels, donc les temps de pause du midi notamment, c'est ce qui m'a marqué. Le moment où tu arrives dans la salle, tout d'un coup, il y a des discussions sur le féminisme, sur les femmes et le sport, et c'est fait exprès, en fait, c'est vraiment des petites... En fait, c'est ce que les gens pensent taquiner, mais en fait, il faut savoir soit vraiment se confronter et avoir du répondant, soit ignorer, mais tout en pouvant par la suite montrer qu'en fait, nous, on sait aussi faire des choses et que nos stages, ils ne servent pas à rien. Coralie, tu avais dit quelque chose qui m'intéressait aussi. Tu avais dit quelque chose, je ne saurais plus dire. L'expérience, exactement. L'expérience, c'est aussi quelque chose qui m'a posé problème, notamment sur les postes auxquels j'avais postulé de chargé de mission. Effectivement, alors moi, j'ai eu de la chance, on m'a rappelé pour expliquer pourquoi j'avais pas été retenue. Et autant les compétences EgalApps étaient clairement acquises et intéressantes pour la structure, autant le manque d'expérience m'avait fait défaut et ils ont donc retenu quelqu'un qui avait plus d'expérience. Donc ça, il faut vraiment se donner à fond, je pense, sur les stages pour montrer que, ok, ça reste un stage de M2, mais il a vraiment été utile et on sait faire des choses en sortant de master. Et après, si je repars sur la précarité des postes, là, moi, je suis pas dans le monde du sport, mais
c'est assez flagrant, c'est-à-dire que j'ai une équipe de 18 personnes, il y a un homme pour 17 femmes, et on travaille donc dans du périscolaire sur des postes à temps partiel ou des vacations, même pour les plus petits postes, et avec un salaire qui est quand même très bas, comme on peut tous le connaître. Donc, merci pour vos réponses. C'était intéressant de voir qu'il y a vraiment sur différents plans, différents axes. Donc, pour vous reprendre, il y a donc par rapport au salaire, par rapport aux demandes d'expérience. Donc, on sort d'un master, on a quand même deux périodes, une période de stage en première année et une deuxième en M2. Donc, où on peut d'ailleurs faire une alternance qui est un contrat qui permet quand même une certaine professionnalisation et une certaine expérience. Vous avez également parlé du gap un peu entre l'école, la bienveillance qu'on peut retrouver à l'école et le monde du travail qui va être un peu moins tendre avec nous, notamment avec les problématiques qu'on aborde dans ce master. Et donc voilà, cette étiquette, moi c'est ça qui m'a un peu plus retenu mon attention, cette étiquette de féministe. Du coup, vous l'avez toute eue, c'est ça? Ok. Est-ce que par hasard vous pourrez nous en dire un peu plus sur à quoi vous pensez que c'est dû? Si c'est vraiment le master, si c'est votre discours, si c'est juste, je sais pas, vos missions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette étiquette qui vous colle à la sortie de ce master? Oui, alors pour moi, c'était pas les discours que je pouvais avoir parce que j'étais pas du genre à beaucoup parler. Mais les missions, en fait, elles parlent pour nous. Hein. Quand on est à la direction des sports et que on travaille pour le budget sensible au genre, bah déjà le mot genre, il y a la moitié de la direction qui ne le comprend pas. Ils nous en demandent plus. Hein. Ils veulent en savoir plus, mais je sais pas forcément pourquoi faire. Donc non, c'était pas mes discours, c'était l'émission clairement du poste qui parle pour nous. Voilà. Moi, je pense qu'il y a aussi un peu un côté sociétal où le mot féministe est un gros mot et tout de suite assimilé au côté un peu radical. Alors moi, c'est juste le volet discrimination de genre, juste le terme, voilà, c'est tout de suite ça. Après, voilà, c'est quand on travaille, quand on soulève justement des éventuelles discriminations, des choses qui vont pas. Ça va aussi avec le côté un peu syndicaliste. Donc c'est un peu ces termes-là. Je pense que voilà, c'est des choses qui sont un peu intériorisées. Enfin, en tout cas, il y a ces idées un peu reçues sur le fait d'être féministe, d'une connotation négative, alors que ça devrait pas être le cas. Donc moi je pense que c'est plus ce côté-là, c'est pas la formation en elle-même, c'est le côté un peu intégré. Oui, je suis assez d'accord. Je pense pas que ça soit par rapport à la formation, mais c'est en effet par rapport au sujet qu'on traite. Et c'est pour ça que moi, sur mes choix de mots, je fais très attention à parler d'égalité, de discrimination. Je n'évoque jamais le mot genre, par exemple. Enfin, il y a des choses que j'évoque pas, mais je me dis c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que les actions elles se mettent en place et qu'ils comprennent les enjeux. Donc c'est un gros travail sur nous, je pense, de vulgariser notre discours aussi, pour essayer de nous rendre plus accessibles, parce que je pense qu'aussi des fois, mine de rien, on a fait un gros travail pendant 2 ans dans le master et on arrive face à des personnes qui ne se sont peut-être jamais posé la question. Donc c'est important aussi à un moment donné respecter le fait que pour certaines personnes, ça demande du temps. Donc un gros travail là-dessus. Et puis tout à l'heure, on parlait par exemple sur l'écriture inclusive. Moi, quand je suis arrivée, je faisais qu'écrire en écriture inclusive. Forcément, tout de suite, j'ai eu le droit aux remarques et aux fameuses blagues qui n'en sont pas. Mais une nouvelle fois, c'est de savoir où est-ce qu'on veut mettre la priorité. Est-ce que c'est sur l'écriture inclusive ou est-ce que c'est justement le fait que un programme, par exemple, dirigeante se mette en place ou qu'on puisse travailler un peu plus sur l'insertion ou autre. Donc, je pense que c'est une vraie stratégie, en fait, que quand on veut, en tout cas au niveau, moi, je pense fédéral, travailler dans ces institutions-là, parce qu'on met les pieds dans un milieu quand même assez hostile de base. Et c'est important justement de parler beaucoup de formation.
Je me souviens que Cécile nous parlait toujours formation, formation. Et moi, c'est toujours l'argument que je mets en premier, de dire, bah voilà, déjà, on va commencer par se former. Et à ce moment-là, faire beaucoup appel aussi à des organismes extérieurs pour pas que ça soit à nous de porter le discours, mais peut-être pas avoir cette étiquette. C'est plus facile quand on a une association qui a justement une certaine légitimité et qui vient justement parler justement d'égalité femmes-hommes ou de discrimination, LGBT-phobie, etc. C'est plus facile ensuite de reprendre les termes que eux ils ont utilisés en disant oui mais c'était l'asso aussi qui a porté ce discours. Donc je pense qu'il faut pas hésiter à s'entourer pour justement montrer que quand on travaille sur ces thématiques et qu'on a une expertise, si on utilise des termes, c'est pas pour rien. Un peu les raisons de cet étiquetage, on peut dire, c'est les missions qui ont pu vous être accordées ou le fait que ce soit tout simplement lié au genre et à l'hostilité qu'il y a autour du terme féministe qui est un peu considéré comme une insulte. D'ailleurs, pour utiliser les bons termes, encore une fois, vous avez 2 fois parlé de blagues qui n'en sont pas. Est-ce que vous pouvez les nommer, du coup, si ça n'est pas des blagues? Est-ce que vous pouvez nous dire pour vous de quoi il s'agit? Ou pas? Au départ, je les notais toutes. J'avais un petit cahier. C'est pareil, Cécile nous avait dit de faire un petit cahier, mais à la fin, j'avais plus de petit cahier parce que c'était un peu au quotidien. Ouais, c'était un grand cahier, c'est ça. Non, mais moi, ça m'est déjà arrivé d'être dans le bureau et justement, quelqu'un de la direction qui passe et qui dit je vais pas rester plus longtemps dans ton bureau, sinon tu vas porter plainte. Voilà, typiquement, voilà. Et des petites blagues comme ça, blagues entre guillemets, parce que on travaille sur ces thématiques, donc forcément, à un moment donné, on est hystérique, etc. quoi. Non. Merci. Ok, alors moi, vraiment, là où je voulais en venir, c'est du coup, si on parle pas de blagues, de quoi on parle? Est-ce que là, par exemple, cet exemple-là, on peut être d'accord sur le fait que c'est des violences de genre sous couvert d'humour? D'accord. Donc, parmi les freins auxquels vous avez pu être confrontés, donc il y a ça qui peut s'y ajouter, donc des violences de genre, où on vous étiquette féministe parce que vous avez des positions qui sont soit en lien avec vos missions ou soit en lien avec votre travail de manière générale. Parce que vous mettez en place, même si le master n'est pas forcément directement en lien avec votre métier actuel, vous intégrez quand même les questions, pour toi, Coralie, des questions un peu... tu as dit que pas encore dans la dimension de sport, mais... Ça va dépendre des projets des jeunes. J'en ai qui sont sur les dimensions du sport. Par exemple, un exemple que j'ai eu hier, un jeune qui était pris en pôle, de basket d'ailleurs, qui voulait faire sportif de haut niveau tout en ayant un projet scolaire défini à côté. Et les parents n'ont pas voulu qu'il aille en pôle parce que pour eux, il n'y a pas d'avenir dans le sport. Et donc, il y a un peu aussi ces idées reçues, pas que d'un point de vue du genre, mais sur les formations en général. Mais je suis amenée à aborder le sujet du sport, des thématiques du genre, parce qu'on a de plus en plus de jeunes filles qui nous disaient je voudrais être footballeuse, je voudrais être basketteuse. Donc, nous, on est là aussi pour les accompagner, pour leur dire c'est un projet. On te soutient sur ce projet-là, parce qu'on est là aussi pour les accompagner, même si nous, on est sur des activités quand même très ponctuelles. Donc je suis amenée à les aborder, mais de manière générale, on n'aborde pas forcément genre et sport, mais genre tout simplement, en lien avec l'éducation, donc si on aborde quand même bien les thématiques. Et une fois en poste, avez-vous remarqué d'autres types de freins dans votre trajectoire professionnelle? Et est-ce que vous avez également des ambitions de gagner en responsabilité? Et est-ce que vous pensez que c'est faisable? Sinon, est-ce que vous pensez qu'il y a des freins qui peuvent être liés à votre développement en fait, professionnel? Je vais commencer. Moi, c'est tout l'inverse. Je n'ai vraiment pas de frein sur tout ce qui concerne l'égalité, la mixité, toutes les luttes contre la discrimination. Ma directrice est extrêmement contente que je fasse partie de l'équipe et que j'ai ce master. Elle m'a directement dit tu rajoutes un axe dans le projet pédagogique et tu travailles l'égalité.
Et donc c'est une chose que j'espère faire plutôt en 2024, parce que ça prend quand même du temps de faire tout ce projet-là. Donc moi, c'est vraiment pas de frein. Et voilà. Alors moi, comme je le disais tout à l'heure, j'ai une grosse dimension politique dans le poste, en plus d'avoir voilà, des relations très proches avec l'éducation nationale, donc on est extrêmement limité. Pour refaire enfin, en gros, en fait, on n'intervient qu'une journée dans chaque établissement. Donc les jeunes, on les voit 45 minutes. À l'heure actuelle, dans ce type d'intervention, on peut rien faire. Enfin, en 45 minutes, on n'aborde rien, ou très peu en tout cas. Ça va être dans le dialogue et dans le message qu'on veut porter, qu'on peut apporter quelque chose, mais ça reste très minime. J'ai l'espoir, en plus avec l'arrivée d'une Egalaps comme dans ma team, qu'on puisse changer un peu ces modèles d'intervention qu'on a, parce qu'on a les compétences et on a maintenant en plus tout le réseau avec les différents établissements pour amener justement ces questions de genre. On a ce volet sensibilisation, on peut faire des interventions dans des établissements comme on est conventionné entre guillemets avec l'éducation nationale. Donc j'ai cet espoir-là, mais bon, ça reste quand même très politique. Eux, ils veulent quand même beaucoup de quotas. J'espère que je vais pas être dans la sauce en disant ça, mais ils veulent beaucoup de quotas. On accueille un maximum d'élèves dans la journée. Ils veulent savoir combien de filles on accueille, combien de garçons. Et des fois, ils s'en fichent un petit peu de savoir si c'est qualitatif ou pas. Donc on essaye de changer ça, mais bon, voilà, comme c'est la région, et nous, on est des simples coordinatrices, animatrices. Pour l'instant, à notre échelle, c'est un peu difficile de faire bouger. En tout cas, on essaye progressivement. Au niveau de la Fédé, c'est pareil, il y a une grosse dimension politique. Donc j'ai la chance d'avoir un élu avec lequel je travaille, qui est un directeur aussi, qui sont convaincus tous les deux. Maintenant, on travaille justement dans une institution où la priorité à l'origine, c'est quand même d'organiser la pratique. Et pour le moment, du coup, les Jeux Olympiques. Donc forcément, cette dimension-là, elle ne fait pas partie aujourd'hui des priorités. Donc c'est forcément un frein. Maintenant, il va y avoir des élections avec un nouveau projet où justement, il commence à réfléchir à mettre un peu plus de dimension sur la partie responsabilité sociétale, les valeurs, etc. Donc, ça veut dire quand même que c'est en réflexion et qu'il y a sûrement des opportunités petit à petit qui vont se créer. J'aimerais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, Coralie. Quand tu as parlé un peu de ton premier poste, je crois, avant le poste que tu as aujourd'hui, où je crois il me semble que tu avais dit, oui, c'est ça. Est-ce que tu peux un peu revenir dessus, du coup, parce que ça fait partie des freins dans ton parcours professionnel, t'as pas trop eu envie de travailler En gros, je sais pas si je dois mentionner. Bon, si en fait en soi, parce qu'au moins peut-être ça leur apprendra peut-être à réfléchir plus tard. Mais en gros, je vais être éducatrice. Enfin, j'avais postulé au poste d'éducatrice de foot sur les stages à Clairefontaine. Et du coup, il y avait un entretien pour savoir. J'avais le diplôme d'éducatrice de foot. Je les ai toujours. Et le but, c'était bien évidemment d'encadrer des séances de foot sur des stages pendant les vacances. Et moi, je trouvais que c'était une belle opportunité pour se faire connaître au niveau de la fédération. Donc, j'ai postulé sur ce poste. Donc, bien évidemment, pendant l'entretien, j'ai eu des questions très déplacées sur le fait que est-ce que c'était vraiment moi qui gérais les séances, qui les créais, parce que j'étais éducatrice, mais sur beaucoup d'équipes. J'ai même monté des écoles de foot, etc. Donc, j'avais aussi tout le côté management et voulais vraiment être sûre que ce soit vraiment moi qui faisais ça, parce que apparemment. Quand on est jeune et femme, c'est pas forcément évident que ça soit le cas. Et en fait, à l'issue de l'entretien, il me dit que c'est très positif. Donc, sur le coup, moi, j'avais des prises a priori par rapport aux questions. J'ai dit, je peux peut-être passer outre. Et en fait, ils m'ont rappelé pour finalement me dire qu'ils me prenaient en assistante sanitaire, donc pour mettre la table, gérer les bobos et faire tout ce qui est entretien, dans les toilettes, etc. Donc, rien à voir avec le poste d'éducatrice de foot. Donc, le message envoyé est très très fort. Et Marie, tu nous avais parlé aussi du fait que quand on rentre dans le milieu professionnel, qu'il n'y avait pas forcément des personnes formées sur
sur les problématiques justement qu'on lie au master. Et cette dimension aussi d'avoir plusieurs missions. Est-ce que pour vous ça constitue un frein, le fait que souvent les missions liées à la diversité, à l'égalité, comme on peut l'entendre un peu dans les politiques publiques, est-ce que pour vous c'est un frein et que du coup la question du genre se perd un peu dans plusieurs missions qui sont finalement tellement nombreuses que on va dire que on pense avoir un poste sur l'égalité de genre et finalement on se retrouve à faire de la communication, faire tout type de missions et peut-être 15-20% de questions liées vraiment à ce qui vous intéressait peut-être à l'origine. Moi, c'était le cas au début de mon CDI, parce que justement, je faisais plein de choses autres, type des affiliations, voilà, des choses qui avaient aucun lien. Mais petit à petit, justement, j'ai pu travailler sur les thématiques d'égalité, etc., parce que j'ai montré aussi mon intérêt, que aussi il y avait des plans d'action que j'avais pu écrire, des enquêtes. Moi, c'est surtout sur les enquêtes où je me suis appuyée, l'idée d'avoir des chiffres pour justement parler par exemple du sexisme. Moi, à chaque fois, je le dis, dans mon enquête, il y avait 32% de femmes qui déclaraient vivre du sexisme. Donc, mine de rien, ça fait un argument pour travailler dessus. Et après, voilà, j'ai dû être patiente, mais petit à petit, oui, j'ai pu travailler sur les thématiques que je voulais. Et aujourd'hui, je suis vraiment à plein temps dessus. Et maintenant, c'est l'inverse, c'est qu'on prend des personnes régulièrement en stage. Là, j'ai aussi une personne en alternance avec moi pour m'aider. Donc, justement, pour pas que ces thématiques soient oubliées, souvent, moi, je leur donne aussi ces missions sur la partie plus féminisation ou autre, où des fois, en effet, il y a beaucoup à faire, mais un ETP ne suffit pas, quoi. Merci. Du coup, c'est intéressant de voir aussi que le travail en stage ou en alternance peut justement être un appui, un levier. Donc, c'est à la partie qu'on va faire juste après, où vous avez déjà commencé un petit peu à en parler, des leviers qu'on peut avoir face à ces situations. Les chiffres, comme tu as pu faire une enquête sur les personnes qui déclarent subir du sexisme à la Fédé, donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Ensuite, si on veut potentiellement créer un poste ou postuler ensuite dans la fédération, l'association ou l'entreprise dans laquelle on peut se trouver. Donc, pour aller sur quelque chose d'un peu plus positif, on va essayer de trouver ensemble des solutions, des leviers d'action. Et donc vient la question est-ce que vous avez déjà reçu, par exemple, du soutien lors de votre insertion professionnelle? Donc, par exemple, Marie, tu nous as dit que pour l'alternance, ça a été Virginie Niquez, c'est ça? Donc, qui est responsable des M1, donc du master. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les soutiens que vous avez pu recevoir dans votre insertion professionnelle, s'il y en a eu? On a la chance en Egalabs quand même d'être bien encadré, donc que ce soit Cécile ou Virginie se propose toujours à faire le relais s'il y a besoin d'appuyer justement notre légitimité, entre guillemets. Après, comme je suis pas allée forcément dans l'univers du sport, j'ai pas utilisé ce soutien qui m'a été proposé. Après, voilà, si vous êtes amené à en avoir besoin, il faut pas hésiter. Il faut utiliser vraiment toutes les clés que vous pouvez avoir avec vous. C'est vraiment important. Il faut pas avoir peur en se disant non, j'y vais solo, je suis capable seul. C'est pas voilà, c'est bien de s'entourer, d'avoir un peu cette légitimité, d'être entouré avec des personnes qui pèsent dans le milieu, il faut le dire. Après, dans mon insertion, moi, du coup. J'ai eu de la chance d'avoir dans mon équipe une collègue qui est pas issue des Galas, mais qui est très au fait sur ces thématiques. Du coup, j'ai pas eu trop de mal à m'insérer. Je me suis vite sentie bien, en tout cas, dans mon équipe sur Lyon. Après, bien évidemment, de manière générale, ça reste une association en plus qui a grandi très vite. On n'est pas tous issus du même milieu, donc il y a des personnes qui sont moins au fait sur ces thématiques, etc. Donc on n'est pas forcément la même personne quand on est avec des personnes qui sont sensibilisées, qui sont ouverts, qu'avec d'autres qui le sont moins. Mais voilà, j'ai pas eu de grosses difficultés en soi. Ça a été plutôt assez simple.
Oui, hormis les personnes des Galaps, que ce soit voilà, les intervenantes ou les profs, on peut parfois compter sur ses tuteurs ou tutrices. Ça a été mon cas quand j'ai postulé candidature spontanée pour la Ligue de hand. Je suis tombée, mais alors pas du tout sur la bonne personne, hein. J'ai vraiment envoyé un contact que j'ai trouvé qui s'occupait de la citoyenneté et pas du tout de la féminisation. Et en fait, il était très intéressé et il m'a dit on va tout faire pour que tu puisses faire ton stage. Alors c'était du M1, donc c'est un état des lieux à faire à ce moment-là. Mais ça fait toujours un peu peur quand on dit coucou, je veux faire un stage pour faire un état des lieux sur la place des femmes dans votre ligue. Et en fait, bonne surprise, il était extrêmement intéressé et a tout fait pour que j'ai ce stage et je l'ai eu. Donc parfois, il y a vraiment des bonnes surprises. Il faut s'accrocher à ça. Les tuteurs et tutrices, quand ils sont bien choisis, ça fonctionne très bien. Et après, ça peut donner aussi des poursuites professionnelles. Mais voilà, hors et Galaps, parfois on peut trouver des bons atouts. Ouais, je rebondis un peu sur ça parce que moi, sur mon stage de M1, j'avais un peu toqué aussi à la collectivité de Vénissieux. Et en fait, sur le papier, il n'y avait aucune politique sur ça. Et en fait, la mairesse avait accentué sur les 3 prochaines années, du coup, au moment que je suis arrivée, tout un volet sur le genre. Donc en fait, je suis arrivée, ça a été un peu une aubaine. Et le tuteur derrière m'avait dit que s'il y avait besoin, il était là. Parce qu'après, il y a un gros réseau entre collectivités. Donc s'il y avait eu besoin, alors en termes de timing, ça concordait pas parce que je rentrais en M2 et ils étaient plus sur des postes permanents. Mais du coup, c'est vrai que ça, c'est des leviers qui peuvent être importants. Et ouais, pareil, j'avais eu du coup le soutien de Virginie à l'époque, mais du coup j'avais aussi le soutien de plusieurs autres personnes qui étaient dans la Fédé et qui justement voulaient travailler sur la féminisation, mais ils ne savaient pas comment s'y prendre. Et donc du coup c'était un vrai plus. Et pareil, j'ai eu la chance sur mon M1 d'être en stage du coup à la Ligue du basket, où justement ensuite Olivier a été un vrai relais pour moi. Aussi au niveau de la Ligue, il m'avait permis de faire mon stage. Aujourd'hui, comme je disais, il continue à prendre des personnes en stage. Donc, il y a des personnes convaincues et qui, en fait, attendent juste qu'on les sollicite. Donc, faut y aller. Et justement, j'avais eu la chance, c'était sur un dossier qu'on devait faire, où on devait interviewer des personnes qui étaient déjà insérées et des structures qui travaillaient. Justement, c'est comme ça que j'avais pu contacter la Ligue du Lyonnais. À l'époque, j'avais aussi échangé avec le club de basket qui s'appelait pas l'Asvel à l'époque. En tout cas, c'était pas cet Asvel-là. Et où du coup, j'avais aussi un échange. Donc, c'est des belles opportunités quand on cherche un stage d'utiliser ces prétextes-là. Et pareil, moi, j'ai eu une super tutrice à la Fédé qui a été un vrai relais et qui a beaucoup poussé pour mon insertion professionnelle, pour que je puisse avoir un contrat. Donc voilà, une nouvelle fois, quand on montre justement qu'on est motivé et qu'on arrive à convaincre nos interlocuteurs, derrière, ils nous le rendent entre guillemets, quoi. Et par rapport aux freins qu'on a abordés précédemment, donc le fait de demander plusieurs années d'expérience, les violences de genre, dont l'étiquetage, les blagues, etc. Est-ce que vous avez eu des soutiens dans ces moments-là, des personnes ressources, des alliés ? Oui, l'avantage, c'est que quand il y a des bureaux différents et qu'on a la chance de tomber donc, avec sa tutrice et avec des collègues qui partagent plutôt les mêmes opinions, ça permet aussi de relâcher une pression qu'on peut avoir quand on est avec d'autres collègues. C'était mon cas, du coup, à la direction des sports où, effectivement, on trouve toujours des alliés. Ça prend plus ou moins de temps, mais on peut en trouver et ça permet aussi de relâcher la pression et de pouvoir discuter en fait de tout ce qu'on peut entendre et de tout ce qu'on peut voir. Et pour parfois aussi savoir rendre... savoir... je n'ai plus le mot. Je ne sais plus. Alors moi, on va dire oui et non. On a la chance d'avoir une équipe. Alors on tourne à 4, 3 par semaine et une personne en bureau. Du coup, on est tout le temps ensemble, on vit entre guillemets ensemble, donc on est très soudés. En plus, on est sensibilisés, on a à peu près les mêmes
les mêmes sensibilités, etc. sur les thématiques qu'on aborde. Donc, on a déjà eu des difficultés avec certains établissements, des responsables d'établissements sur l'infantilisation, des propos déplacés aussi par quelques agents techniques, surtout quand on est deux femmes arrivées qui paraissent jeunes et que l'employé a une cinquantaine d'années et pense du coup avoir une supériorité hiérarchique et se permettre des choses qui ne sont pas forcément appropriées. Du coup, entre équipes, on se soutient, on est très solidaires. D'un point de vue de la direction, ça a été un peu à double tranchant, dans le sens où alors on va faire un courrier à l'établissement en question pour dire qu'il y a des choses à ne pas faire, mais d'un autre côté, on vous propose une formation pour peut-être apprendre à réagir d'une autre manière, en insinuant un petit peu que notre manière de réagir n'était peut-être pas forcément la bonne et c'était peut-être que le problème venait aussi de nous. Donc ça peut... l'histoire est allée très loin, donc il se positionne sans se positionner, donc le message n'est pas forcément pas toujours très simple à porter, en tout cas de notre côté. Et par rapport, oui, au soutien, nous, par exemple, à la Fédé, avec l'appui justement de mon directeur, on a pu rendre un module obligatoire, par exemple, sur les discriminations à tous les salariés, à tous les élus de la Fédé. Donc, c'est quand même une avancée pour travailler sur ces thématiques-là. Et aussi, on a organisé un temps, par exemple, sur la sensibilisation sur le harcèlement de rue. Donc du coup, voilà, de plus en plus, on arrive à avoir des temps de sensibilisation qui sont organisés parce que on comprend de plus en plus l'intérêt aussi en interne de le faire. Et moi, clairement, aujourd'hui, oui, par exemple, dans le pôle dans lequel je suis, c'est très jeune. Donc si jamais il y a des propos sexistes ou un truc un peu qui déborde, tout de suite j'ai du soutien de tout le monde qui s'indigne avec moi. Donc aujourd'hui, moi je travaille dans un environnement, en tout cas dans mon pôle, où ça se passe très bien, où je sens du soutien. Et par rapport à ce que tu disais, par exemple sur les offres où justement on demande beaucoup d'expérience, alors en effet c'est toujours frustrant, mais d'un côté j'ai envie de dire postulez, allez-y. Parce qu'en fait, il y a plein de personnes qui n'ont pas l'expérience, qui ne vont pas se poser la question et qui vont postuler. Donc, si c'est un poste qui vous intéresse, postulez. Et puis, ça se trouve, vous aurez un entretien et vous allez pouvoir prouver justement que peut-être vous n'avez pas les 5 ou 8 ans d'expérience qu'on me demande souvent, mais que vous avez fait plein de stages, que vous connaissez peut-être le milieu, que vous avez plein de propositions à faire. Donc, il ne faut pas, je pense, se limiter justement au minimum d'expérience qu'on demande, parce que sinon, je pense qu'il y aurait vraiment très peu de personnes qui candidateraient. Merci beaucoup pour ces retours et je te rejoins Marie, je pense que vraiment il y a aussi beaucoup cette dimension aussi d'avoir confiance en notre parcours, en nos expériences, bien que ça puisse être des stages ou des alternances. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de personnes, pour ne pas les citer, qui justement postulent même quand les personnes ne sont pas forcément qualifiées ou n'ont pas forcément l'expérience. Donc je pense qu'il y a vraiment cette dimension-là de pouvoir vraiment y aller et essayer, malgré le fait que tout dans l'offre de stage ne correspond pas forcément aux expériences ou au profil qu'on peut avoir. Donc toujours dans les leviers, vous avez un peu parlé de sensibilisation, de formation, un petit peu tout à l'heure aussi. Est-ce que vous pensez que la sensibilisation, la formation, c'est un indispensable dans le fait de prendre en considération tout ce qui est discrimination liée au genre, etc. Et est-ce que vraiment, donc toi, c'est déjà mis en place pour toi, Marie, à la fédération de boxe, et est-ce que pour de basket, pardon. C'est Alix et Elisabeth aussi qui est dans notre classe en M2. Donc est-ce que vous pensez que c'est un levier qui semble pertinent d'avoir pour pouvoir pallier un petit peu aux freins qu'on a abordés précédemment? Je pense que c'est même pas important, c'est nécessaire, parce que quand on a des personnes qui sont pas justement sensibilisées ou formées à ces questions, on va avoir un mur peut-être en face de nous
de l'incompréhension. Donc il faut amener à ces personnes à peut-être prendre conscience. Après, c'est du progressif, chacun a sa manière voilà, d'appréhender les choses, réceptif ou non. Je sais que nous, on a commencé à évoquer, en tout cas dans mon travail, cette question-là de former et de sensibiliser les employés. On a même fait une demande de formation, parce que c'est important. Que ce soit, alors, justement, par, comme disait Marie, par une asso extérieure, pour pas avoir à porter le discours. Je pense que c'est vraiment nécessaire parce que c'est des choses qui sont encore, en tout cas dans le monde professionnel de manière générale, c'est applicable aussi au sport. Il y a beaucoup de personnes encore qui sont pas au fait, soit parce qu'ils sont jamais questionnés, soit parce qu'ils n'ont pas pris la conscience des problématiques. Donc voilà, c'est un peu ce que je pense. Est-ce que oui, pardon. Oui, bah, je pense que c'est nécessaire. Et nous, en fait, on le fait beaucoup déjà, mais avec le réseau de bénévoles, parce que du coup, on travaille avec les bénévoles sur le territoire. Et en fait, on s'était jamais vraiment posé la question comment on fait pour les salariés et les élus. Après, ça pose toujours la question de est-ce que la formation elle est obligatoire ou pas et combien de temps elle dure. Parce que nous, par exemple, bah, c'est un module qui durait 1 heure. Donc, c'est pas en 1 heure qu'on va tout déconstruire, mais bon, c'est une première étape. Mais justement, bah, souvent, quand on fait des actions et qu'on cible des publics, ça paraît évident de les sensibiliser, mais on oublie souvent les équipes de direction. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi qu'on se l'impose pour que ça évolue, quoi. Pour ce qui est également des... t'en as un peu parlé d'une procédure pour faire remonter quand il y a des... Enfin, déjà, pour le module de formation obligatoire, je trouvais ça intéressant de revenir sur ça, parce que je trouvais ça vraiment bien que ça puisse être obligatoire. Du coup, que vraiment, c'est toute l'équipe, les élus, les salariés, donc que tout le monde soit formé sur ces questions-là. Et ce qui est plan d'action, procédure, est-ce qu'il y a une procédure, par exemple, parce que ce qui est cours sorti, c'était un peu donc l'étiquetage, les blagues, donc qui sont des violences de genre sous couvert d'humour. Est-ce qu'il y a une procédure, par exemple, pour faire remonter ce genre de choses dans vos structures? Si oui, est-ce que elle est connue de tous et toutes? Moi, ça va être très rapide. Je crois que oui, au sein de la ville de Lyon, il y a des numéros, il y a des contacts pour faire remonter ça. Mais je pense que moi, à mon échelle, en fait, il faut juste que je le fasse remonter à ma directrice, qui va le faire remonter à ses supérieurs hiérarchiques, et que ça remonte jusqu'à la direction de l'éducation. Mais je sais qu'il existe des contacts, oui, contre toute forme de sexisme, de violence, tout type de violence. Alors, normalement, c'est obligatoire dans toutes les entreprises, font un référent ou une référente sur les discriminations, notamment sexuelles, par exemple. Du coup, nous, on a une référente au travail, donc c'est un peu le relais. On a un affichage dans chaque locaux, parce que nous, on a différents locaux avec, du coup, son nom, son contact. Donc c'est la procédure à faire et qui devrait normalement être obligatoire, voilà, partout. Donc oui, voilà, on a une référente. Après, je sais que tout le monde n'est pas forcément à l'aise de contacter cette personne. Ça dépend aussi après des sensibilités. Je sais que nous, on a une intermédiaire entre la directrice générale et nous, qui est notre référente, qui fait remonter notamment nos besoins. Des fois, voilà, on a un besoin de formation ou autre. Elle a pris un peu cette casquette pour faire le relais, voilà, avec nous en plus. Parce que comme nous, on est des équipes très mobiles, c'est aussi des fois difficile de contacter les personnes qui sont en bureau. Donc voilà, mais en tout cas, on a une référente, voilà, pour tout ce qui est discrimination, et on a la chance d'avoir une responsable qui gère un peu ce relais-là aussi. Et donc concernant les procédures qu'on a à la Fédé, déjà au niveau du travail, nous on a aussi un comité d'entreprise, un CSE,
Donc forcément, c'est les personnes auprès desquelles on peut se tourner, justement s'il y a un mal-être au travail ou des violences qu'on souhaite faire remonter. Et puis après, pour la partie plus, on va dire, des licenciés, donc comme toutes les fédérations, normalement, on a aussi une adresse de signalement, où justement, il y a derrière des juristes, des accompagnements aussi par l'assurance de la fédération pour la prise en charge, par exemple, sur des séances avec des psychologues, etc. Et aussi, on a lancé un e-learning pour justement sensibiliser à tout ce qui est les violences sexuelles. Et c'est un e-learning qui est en ligne sur le site de la fédération, qui est gratuit. Il n'y a pas besoin d'identifiant pour se connecter. Donc même vous, dans la salle, vous pouvez tous le faire. Et on l'a vraiment construit pour justement expliquer déjà qu'est-ce qu'est une violence et aussi qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour qu'entre guillemets, on puisse sensibiliser, par exemple, dans un club de basket. Et on remet tous les numéros utiles dans ce e-learning. Et on est en train d'en construire un deuxième maintenant, plus sur les violences physiques et justement tout ce qui se passe dans les tribunes en ce moment, où on a une recrudescence des violences. Du coup, je rebondis un peu sur ce qu'a dit Marie, parce que nous aussi, on a une création. Alors, nous, le CSE est très jeune, il a moins de 2 mois. Donc, tout est en construction, mais comme il y a eu des faits de violence, etc., qui ont été diagnostiqués, il y a une réflexion sur une plateforme, notamment, de signalement anonyme qui permettrait, alors après, toute la question du suivi derrière se pose, qui permettrait, en fait, de permettre aux personnes qui ne sentent pas d'avoir justement ce côté physique d'aller voir une personne de la peur du jugement, de pouvoir avoir ces informations-là et que ça soit pris en compte par la direction ou la RH. Alors pour résumer un petit peu, donc par rapport aux freins qu'on a pu identifier précédemment, par rapport à l'expérience, donc conseil de Marie, foncez. Insertion professionnelle, donc on peut faire appel au réseau en fait qui se crée autour du master, que ce soit au niveau de l'université ou au niveau des tuteuristes professionnels. Et pour ce qui est des violences de genre au travail, il y a des cellules obligatoires avec des procédures qui doivent être identifiées et connues de tous et toutes. Et également tout ce qui est formation et sensibilisation qui peut également constituer un levier d'action pour tous les freins à l'insertion professionnelle. Est-ce que vous pourrez enfin, donc un peu les dernières questions pour conclure, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux étudiantes qui nous écoutent et aussi aux personnes en distanciel? Est-ce que vous aurez des conseils à donner, que ce soit sur l'insertion professionnelle, sur vos stratégies, sur un peu comme le foncé de Marie sur les fiches de poste où on demande 8 années de voilà. Oui, en soi, rien de plus que foncer. C'est profiter des expériences que vous avez, que ce soit en master ou hors master, tout est utile. Montrer vraiment que le master et que les stages que vous avez faits, ils servent à quelque chose, parce que c'est le cas. N'hésitez pas à regarder régulièrement les offres d'emploi qui vous intéressent et faites ce que vous aimez avant tout. Par exemple, je prends mon exemple, je suis actuellement en périscolaire, mais rien ne m'empêche dans 2 ans de retourner dans le monde fédéral, dans un comité, une ligue ou autre. Donc voilà, il faut faire ce qu'on aime avec l'énergie qu'on a. Je suis d'accord là-dessus et j'ajouterais aussi réseauter un max. Franchement, il n'y a rien de mieux que le réseau, surtout dans le monde du sport. C'est bête, mais vous êtes sur un événement, vous rencontrez quelqu'un à un poste, alors si vous avez des cartes, filez une carte, sinon connexion à LinkedIn, c'est des choses basiques, mais une fois que vous avez besoin de taper aux portes, faire des candidatures spontanées, ça permet de poser un visage et se dire « Ah, mais cette personne, elle était avec moi sur tel ou tel événement ». Engagez-vous dans des assos ou des événements de manière bénévole, ça permet de se faire connaître. C'est vraiment le monde sportif est grand, mais c'est aussi un petit monde parce que tout le monde se connaît, surtout en plus dans notre domaine. Donc c'est vraiment important de se faire connaître et de ne pas avoir peur de réseauter.
Oui, je dirais, essayez d'être le plus concret possible quand vous démarchez des structures. Moi, je parle souvent de mon enquête, mais typiquement, voilà, quand vous faites vos mémoires, etc., ça permet justement d'avoir des éléments concrets avec des chiffres, avoir un plan d'action qui va en face. Si vous allez justement démarcher des structures, et de se renseigner bien avant sur tout ce qu'ils font. Si vous avez vu on va dire des affiches où il manquait quelqu'un ou une type de personne à représenter, d'en profiter pour le dire, pour montrer aussi quel pourrait être votre rôle dedans. Peut-être pas non plus arriver en critiquant tout durant l'entretien, parce que ça va pas marcher, mais voilà, si vous avez au moins des tips à donner dès que vous arrivez en entretien, ça va montrer l'intérêt que vous avez. Profitez de tous les dossiers qu'on a à faire dans le cadre du master ou des stages pour le faire sur des sujets qui vous plaisent ou pour justement démarcher des structures où peut-être ça vous intéresserait de travailler, parce qu'une nouvelle fois, c'est comme ça que vous allez créer votre réseau. Comme tu disais, voilà, tout de suite, dès que vous rencontrez quelqu'un, de l'ajouter sur LinkedIn et de garder ce lien perpétuel. Et de plus en plus, il y a des posts qui se créent. Moi, quand je suis sortie du master, justement, on se regardait un peu tous dans le blanc des yeux en disant qu'est-ce qu'on va faire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est que c'est plus à vous de vous demander qu'est-ce que vous avez envie de faire, mais des opportunités, il en existe. J'ai regardé tout à l'heure sur justement le LinkedIn de Écolosport qui reprend justement toutes les offres d'emploi, et j'ai compté, il y a à peu près une centaine d'offres depuis janvier qui ont été publiées juste sur nos thématiques de RSO, RSE. Donc ça veut dire que de plus en plus il y a quand même des postes et encore ça reprend pas tous les postes qu'il peut y avoir au niveau local, que ça soit dans une mairie ou autre. Donc vraiment, je pense qu'aujourd'hui, c'est des vraies opportunités, tous les dossiers que vous avez, pour plus vous savoir ce que vous voulez faire. Mais en tout cas, des opportunités, il y en a. Donc une nouvelle fois, je vais le redire, mais foncez. Et vous limitez pas une nouvelle fois aux fiches de poste parce que, entre guillemets, ça veut rien dire. Ils vont toujours chercher le candidat ou la candidate idéale, mais peut-être qu'il y a des profils auxquels ils auraient pas pensé. Donc voilà un peu mes conseils. Merci beaucoup. Donc là, la table ronde, elle touche à sa fin. On va avoir un petit temps de questions juste après et ensuite un temps convivial. On pourra discuter autour d'un petit apéro. Donc déjà, je tenais à vous remercier de votre participation, de votre engagement et de tous les conseils que vous avez pu nous donner au cours de cette table ronde en ce qui concerne la professionnalisation. Donc voilà, un grand merci à vous. Un merci également à toute l'équipe de l'organisation de la table ronde. Je remercie également Cécile Autogali et qui est la responsable du master et qui a aussi encadré la table ronde. Je remercie la captation vidéo car la table ronde pourra être retranscrite. Et je vous remercie, vous, public, d'être venus, étudiants et étudiantes aussi du master, d'être venus, parce que voilà, je pense que vous avez quand même eu pas mal de clés aujourd'hui pour peut-être élargir votre champ d'opportunités ou juste peut-être gagner en confiance et se dire que ça peut être intéressant de foncer quand on voit des offres, que ce soit de stage, d'alternance ou de travail pour plus tard. Voilà, donc je tenais à tous et toutes vous remercier. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions dans la salle, des remarques, des avis à partager? Désolée, on a qu'un micro. Je vais répondre avec ça. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette table ronde. Moi, j'avais deux questions. Vous choisissez si vous voulez répondre ou pas. Hein, je ne force à rien. Est-ce que pour vous, on a quand même relevé beaucoup de freins à nos futurs métiers. Est-ce que pour vous, tous ces freins pourraient être aussi peut-être un levier motivationnel pour justement rentrer dans cette formation-là et dans cet univers?
Et un peu un autre point qui rejoint, c'est est-ce que dans votre vie personnelle, c'est pour ça que vous n'êtes pas obligé de répondre, est-ce que vous avez eu des freins par rapport à votre famille, des préjugés aussi qui ont pu vous mettre des doutes sur vos décisions et sur vos choix de parcours? Vous voulez répondre? Je me souviens plus de la première question, mais je crois que j'avais peut-être pas tant de trucs à dire. Et pour la deuxième, si ça peut vous rassurer, enfin je sais pas si c'est rassuré, mais ma famille a pas eu du tout peur que j'intègre le master et que je fasse ce master-là. Elle a eu peur quand j'ai dit je vais travailler en périscolaire, parce qu'il y a la précarité qui fait peur. Bon, après je leur ai montré que tout allait bien, mais du coup pour le master, faut vraiment pas s'inquiéter. On peut foncer là aussi. C'est beaucoup trop utile. Et si, c'était est-ce que tous ces freins peuvent pas être des leviers? Peut-être qu'on en a cité beaucoup, mais on a peut-être beaucoup de leviers qu'on n'a peut-être pas cités. Mais après, s'il y a bien une centaine d'offres qui apparaissent en un an, c'est que nous, avec les 20 étudiants par promo, on a largement notre place. Donc, malgré les petits freins qu'on a pu évoquer, il faut vraiment pas douter et foncer. Après, pour ma part, je suis rentrée en Master Egalab justement parce que j'ai été confrontée aussi dans mon parcours d'éducatrice et de joueuse à ces freins-là. Donc je pense qu'on est tous et toutes en formation Egalab parce qu'on a envie justement que ces freins et ces leviers, entre guillemets, s'arrêtent. Après, souvent, on retient toujours le côté négatif. C'est toujours ça qui ressort le plus qu'au positif. Mais quand même des bonnes choses comme le fait qu'il y a pas mal de postes. Ça évolue, il y a de plus en plus de projets qui sont, la prise de conscience se fait vraiment un peu partout. Moi, sur mon côté personnel, alors environnement familial très compliqué, il serait même pas encore, enfin, même si ça fait 1 an que j'ai fini, je pense que ma mère n'est pas encore capable de dire ce que j'ai fait comme études. Quand je suis arrivée en Egalab, alors déjà quand je suis arrivée en STAPS, il y avait un peu cette image les STAPS pour les cancres, ils font que du sport, etc. Donc il y avait un peu cette inquiétude. On m'a même envoyé en fac de bio au départ pour pas que je fasse STAPS, mais j'ai vite rebifurqué en STAPS. Quand je suis arrivée en Egalab, c'était encore plus l'interrogation, parce que ma mère n'a aucune notion de qu'est-ce que les discriminations de genre. Donc il a fallu que je la sensibilise un petit peu, même si c'est encore compliqué aujourd'hui. Mais maintenant, j'ai pas été au chômage, j'ai été en stage, j'ai validé mon master, donc tous les a priori qu'elle a pu avoir se sont un peu envolés, même si elle ne comprend pas toujours ce que je fais. Moi, j'ai un peu, entre guillemets, ma route tracée, donc elle n'a plus trop d'inquiétude de ce côté-là. Déjà, c'est des très bonnes questions. Du coup, merci. Moi, souvent, ce qu'on me dit, les personnes de la Fédé me disent, mais j'aimerais trop faire ton métier. Ça a l'air d'être, comment dire, très cool et ça nous anime et c'est vrai en fait. C'est-à-dire que moi le matin quand je vais au boulot, j'adore ce que je fais en fait et justement parce que je sais pourquoi je suis là, je sais quel chemin m'a mené là et je sais pour quelle personne je le fais et on a beaucoup de retours positifs aussi parce qu'on a certes beaucoup de freins dans la mise en place mais justement par exemple je parlais des dirigeantes qu'on accompagne, franchement c'est un bol d'air frais à chaque fois que je les vois et je me sens vraiment utile quand à la fin de la saison quand on les accompagne. Donc toute cette partie là honnêtement c'est ce qui motive et ce qui fait que on a envie d'être là et justement on est quand même des générations, on se pose souvent la question d'avoir un travail plus utile que peut-être un travail qui nous fait gagner des mille et des cents. Là moi clairement je suis dans un travail où je me sens utile donc forcément j'ai envie d'y rester. Et puis après, dans ma sphère perso, de toute façon, mes parents, ils avaient bien compris que j'allais faire un métier dans ce champ-là. Ils n'avaient pas le choix. Et c'est sûr, par contre, que je pense que vous l'avez remarqué aussi, peut-être en intégrant le master, c'est qu'en fin de compte, on fait des choix de vie. Il y a peut-être des gens à qui on parle plus trop parce qu'on s'est sensibilisé à plein de notions. On choisit ses amis, comme on dit aussi. Et aujourd'hui, moi, je me sens vraiment bien entourée, ce qui fait aussi que ce métier-là, je l'apprécie parce que je sais que je peux décharger quand j'ai besoin aussi dans ma sphère privée. Vous aviez autre chose à dire ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Allô. Salut. Alors nous trois, on est du Frisbee. On a été accueillis aujourd'hui. C'est la première fois qu'on vous rencontre. On est super heureux et heureuses. C'est super cool. Merci pour la table ronde et l'organisation. C'est génial. Nous, du monde associatif et sportif, du coup, on travaille sur toute une démarche sur la mixité et la féminisation dans notre sport. Et du coup, j'ai une petite question pour toi, Marie, plutôt parce que tu es du monde sportif. Est-ce que dans les actions que tu développes, que tu es amené à développer, est-ce qu'il y a aussi une logique de pérennité, de pérennisation de la démarche ? Est-ce que tu t'inquiètes aujourd'hui tu peux faire des choses, mais comment t'assurer qu'elles se feront encore demain, notamment dans des milieux associatifs où le bureau et la direction changent avec un rythme un peu soutenu. Voilà. Est-ce que tu as des pistes là-dessus, aussi pour nous aiguiller sur comment faire dans notre club ? Et tiens. Désolée, il n'y a qu'un seul micro. Bienvenue déjà. Alors nous, par exemple, au niveau du basket, on met en place un label justement citoyen pour permettre justement au club de s'inscrire sur ces questions-là. Et un des premiers critères, c'est justement est-ce que justement ces thématiques sont portées par un groupe de personnes ou est-ce que ça repose que sur une seule personne ? Parce qu'en fait, c'est souvent là l'enjeu, c'est qu'on se rend compte que les sujets de mixité, d'insertion, etc., souvent ça repose sur une personne qui souvent, pour ceux qui ont des moyens, est en service civique. Et puis le jour où elle s'en va, il n'y a plus personne et puis personne ne prend le dossier en charge. Donc c'est pour ça que nous, ce qu'on préconise à chaque fois, c'est que ça soit un vrai travail de groupe, qu'il y ait un vrai pilotage qui soit fait et qu'il y ait justement peut-être en bureau régulièrement des points là-dessus et que justement quand on se sensibilise et qu'on travaille sur ces thématiques, c'est de le faire en groupe ou en tout cas qu'il y a un partage par rapport à ça. Mais en tout cas, il y a beaucoup de bonnes pratiques sur le site du CNOSF. Ou alors il parle beaucoup aussi d'écologie, mais c'est là où on peut retrouver par exemple des actions de clubs qui se mettent en place. Il y a toute une boîte à outils en fait. Donc si vous avez envie un peu de vous outiller là-dessus, je vous conseille vraiment d'aller voir la boîte à outils du CNOSF. Ça peut être aussi des bonnes pistes pour vous. Alors je suis désolée, on va devoir arrêter là. Donc, si vous avez d'autres questions, d'autres interrogations, donc il y aura le petit temps convivial. Donc, on pourra discuter et poursuivre sur ce qui a été vu aujourd'hui. Je tiens également aussi à remercier en fait les personnes qui viennent pas du tout du master Egalaps et qui sont venues et qui ont aussi pu bénéficier un petit peu de ce qui se fait dans le master, les opportunités, les professionnalisations. Donc, je vous remercie une dernière fois tout le monde pour cette table ronde. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et on se retrouve tout de suite pour un petit temps convivial. Merci.